Allez, on continue. Le minimum maintenant, c'est 4. Le sommet concerné, c'est 2. Les successeurs de 2 maintenant sont uniquement le 5. Donc pour le 2, nous avons 4 km en compteur. 4 plus 3, ça fait 7. Le 2, en fait, il a un deuxième successeur que je n'ai pas vu, c'est le 3. Mais le 3 est déjà fixé. Donc on va même pas le voir, on va directement traiter que le 5. Donc je disais 4 plus 3, ça fait 7. Et nous, pour le 5, nous avons déjà trouvé un meilleur chemin, c'est le 5. Donc là, on ne corrige pas, on ne met pas 7. En fait, il ne faut jamais toucher à une valeur petite, plus petite. Ce qui veut dire que lorsque vous allez obtenir ici des valeurs, vous allez avoir toujours un tri par ordre décroissant. On a un 5, ensuite, par exemple, on passe à 4. Sinon, on reste sur le 5. Donc là, on ne va pas toucher à ce 5-là, parce que on préfère ce chemin-là de 5 que ce chemin-là de 7 qu'on vient de découvrir maintenant. Et voilà, donc aucun changement, et pareil ici, on fait descendre la valeur. Donc puisque aucun changement n'a été opéré ici, pareil, on ne touche pas au tableau. Voilà, maintenant 1, 3, 2 et 4 ont été fixés. Il ne reste que ces deux valeurs-là, on cherche le minimum, la valeur c'est 5, et le sommet c'est aussi 5. On le fixe, et on traite les successeurs de 5, il a un seul successeur, c'est le 6. Jusqu'à maintenant, nous avons 5 km au compteur, on ajoute 1, ça fait 6. Le 6 c'est mieux que le 7, donc on corrige le 6. Et si on corrige ici, il faut le faire ici. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place donc du 3? On va mettre tout simplement le sommet fixé, le sommet à partir duquel on a obtenu cette distance de 6. Donc là, on va tout simplement mettre 5. Ce qui veut dire que si vous voulez obtenir 6 km, il faut passer par le 5. Et voilà, il nous reste un dernier sommet. Le minimum, la valeur c'est 6. Le sommet, lui aussi, c'est 6. Et donc l'algorithme s'arrête puisque tous les sommets ont été fixés. On obtient donc ce résultat final. On fait descendre toutes les autres valeurs puisqu'elles existaient de toute façon avant. Et voici donc, on a trouvé les plus courts chemins. Et mieux encore, on a obtenu les derniers sommets à partir desquels vous devez passer pour obtenir ces plus courts chemins. Alors des fois, nous avons des sommets qui sont inatteignables. L'infini persiste et il reste jusqu'à la fin. Donc, auquel cas, lorsque vous allez chercher le minimum à un moment donné, vous allez trouver l'infini. Donc ça, c'est aussi un critère d'arrêt. Il ne faut pas attendre que tous les sommets soient fixés parce qu'ils ne vont jamais l'être, puisqu'il y a des sommets qui sont inatteignables, inaccessibles. Voilà donc pour l'algorithme de Dijkstra. Maintenant, il faut juste conclure pour exploiter l'information qui se trouve dans ce tableau-là. Par exemple, je sais que pour aller de 1 à 6, la distance c'est 6 km. Mais comment aller de 1 à 6 avec une distance de 6 km? Ben, on va tout simplement exploiter ce tableau-là. Dire que il faut le dernier sommet visité, c'est le 5. Donc, il faut passer par là. Ensuite, je vais aller à 5 et voir le dernier sommet, c'est le 3. Donc, il faut passer par là. Ensuite, je vais aller au 3 et je trouve 1. Et donc, je récupère, et ça c'est facile pour programmer ceci en C++, à partir de ce tableau-là. Je rappelle que toutes ces valeurs n'existent pas. Le résultat final de P, c'est 1, 1, 1, 1, 3 et 5. Donc, à partir de ce tableau-là, en faisant genre de retour en arrière, genre un chaînage, et donc on trouve le plus court chemin, par exemple, de 1 vers 6. On fait pareil pour tous les autres sommets, et voilà ce qu'on obtient pour chaque sommet, la valeur. Si un sommet est inatteignable, c'est-à-dire inaccessible, donc on va trouver ici l'infini, et là, aucun chemin, ça peut arriver. Voilà. Pour terminer donc ce chapitre et ce module, il n'y a pas mieux que de parler de complexité, encore une fois et toujours. Donc, pour mesurer la complexité de cet algorithme-là, on va tout simplement s'intéresser aux boucles, ce que j'ai donc représenté ici par des flèches. Alors, initialiser le tableau V, en fait, c'est une boucle, parce qu'un tableau V, il faut faire toute une boucle pour l'initialiser. Donc ça, c'est une boucle, pareil pour P. Là, nous avons la boucle répétée. Là, nous avons une boucle pour qui est imbriquée dans le répété. Et là, nous avons une autre boucle pour qui est imbriquée non pas dans celle-ci, mais qui est imbriquée dans le répété aussi. Donc ces deux boucles-là, en fait, elles sont séquentielles et toutes les deux, elles sont imbriquées dans celle-ci. Il est important de connaître
comment dire, le niveau de l'imbrication. Donc là, nous n'avons pas 3 boucles imbriquées, mais 2 boucles qui sont donc séquentielles et qui sont toutes les deux imbriquées dans la boucle répétée. Allez, on commence l'analyse de notre complexité. Ici, on est en train de parcourir un tableau qui a une taille de n pour l'initialiser, donc c'est ρ de n, et pareil pour p, donc ρ de n. Répéter, si on imagine donc qu'à chaque fois on va fixer un sommet, ça veut dire que là on va donc à chaque fois parcourir un sommet pour le fixer. Donc dans les pires des cas, on suppose que tous les sommets sont accessibles, on va obtenir une boucle en ρ de n. Maintenant cette boucle là pour i allant de a à n c'est clair, c'est ρ de n, mais puisqu'elle est imbriquée dans celle-ci, donc on va obtenir une suite n plus n plus n, sa complexité est donc ρ de n au carré. On passe maintenant à cette boucle-là, une boucle aussi classique, on a déjà traité à plusieurs reprises. Là, on est en train de traiter les successeurs des sommets. Et puisqu'on suppose que tous les sommets seront traités, donc tous les successeurs seront traités, on va obtenir donc une suite, là aussi, puisque c'est imbriqué dans celle-ci, une suite, et à chaque fois, on fait l'addition des successeurs, et au total, on trouve m. Et voilà, on fait maintenant l'addition de ce résultat-là. Et le résultat final, nous avons n au carré, et nous avons m. Et si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on peut négliger n devant m, et on néglige m devant n au carré. Donc la complexité finale que vous allez trouver dans la littérature, c'est ρ de n au carré, et donc elle provient tout simplement dans la recherche du minimum. Donc à partir de là, on peut détecter, si vous voulez, le point faible de l'algorithme de Dijkstra, parce que quand même ρ de n au carré, lorsque n, nous avons un nombre de sommets très grand, cet algorithme-là met quand même quelques minutes pour donner le résultat. Voilà, il y a donc certains chercheurs qui ont pensé à une amélioration, vu qu'ils ont détecté le point faible de l'algorithme de Dijkstra, la recherche du minimum. Ils ont proposé une amélioration en utilisant une structure de données qu'on a déjà étudiée, le tas. Vous savez qu'un tas, lorsqu'on veut chercher le minimum, c'est pas en une boucle de n, mais en ρ de 1. Donc, en utilisant un tas, on améliore cette étape-là. Bon, ça ne va pas devenir ρ de 1 parce qu'en fait, il faut insérer. À chaque fois, il faut donc insérer dans le tableau V. Et l'insertion dans le tableau V, ça se fait en ρ de, c'est en logarithme. L'insertion, on doit la faire quelque part ici. Donc, gérer le tableau V sous forme de tas, la complexité, elle est logarithmique. Donc, du moment qu'on va obtenir une complexité logarithmique dans la gestion de V et que ça se trouve dans une boucle n, donc on va remplacer le n au carré par n fois log de n. Et donc là, on peut améliorer l'algorithme de Dijkstra en passant à la complexité n log n. Cet algorithme-là s'appelle Dijkstra heap, c'est-à-dire l'utilisation d'un tas dans l'algorithme de Dijkstra. Voilà, c'est tout pour ce chapitre, pour ce module aussi. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.